On va voir maintenant les intérêts et les applications potentielles associées aux formations superficielles en contexte fluviatile. Une des premières applications potentielles et un des premiers intérêts de savoir identifier et caractériser des formations superficielles de type fluviatile, c'est en géotechnique. Puisque, vous le savez, nous vivons beaucoup autour de rivières, de cours d'eau, donc nous vivons pour la plupart d'entre nous directement sur les produits de ces cours d'eau, les alluvions, que ce soit des alluvions actuels, récents ou anciens sur des terrasses alluviales. Et donc, beaucoup de nos constructions, les routes, les ouvrages, vont être faits sur ces alluvions. Donc, il est important de savoir les identifier et les caractériser. Un exemple historique, c'est la tour de Pise qui a été construite sur des alluvions, donc en 1178, et cette tour a commencé à pencher puisque les alluvions étaient relativement meubles et la fondation mal assurée. Outre ces aspects géotechniques, on a d'autres applications des formations superficielles, principalement dans les ressources. Alors plusieurs exemples. Le premier, c'est la notion de placère. Alors qu'est-ce que c'est un placère? C'est une concentration en minerais d'intérêt économique dans des alluvions. Alors comment se fait cette concentration? Elle est illustrée par le schéma que vous avez en bas à gauche, où vous avez une veine constituée en particulier d'un minerai d'intérêt économique. Minerai en anglais se dit or, et ce minerai va subir l'érosion sur les pentes, associée au processus de pente, soit gravitaire, soit fluviatile. Et donc ce minerai va être transporté au niveau du fond de la vallée où il va subir un transport par la rivière. Et du fait de densités qui lui sont propres, ce minerai va se retrouver concentré à certains endroits, et c'est ce qu'on appelle les placères. Donc il est souvent plus intelligent, plus facile d'aller exploiter le minerai directement dans ces placères où il a été concentré, où il a été déjà concassé, plutôt que d'aller exploiter ce minerai sur les veines au niveau du versant où c'est beaucoup plus compliqué techniquement. Donc un des exemples typiques de placères, c'est les placères associées à l'or qui est très dense et donc qui va se concentrer à certains endroits. Vous avez une des plus grandes mines du monde en Afrique du Sud qui est faite dans des anciens alluvions et vous avez un exemple de pépite qui a été trouvé dans cette mine en Afrique du Sud. L'autre application potentielle de type ressources associée aux formations superficielles et au système fluviatile, elle est illustrée dans cette diapositive, c'est la notion de géomorphologie sismique. Alors j'en ai déjà parlé lors de mon premier cours, donc je vais passer rapidement sur ce point. Qu'est-ce que c'est la géomorphologie sismique? Eh bien ça consiste à identifier dans les images sismiques du sous-sol des formes associées au système fluviatile. Donc pour pouvoir exploiter les sous-sols, pour pouvoir les comprendre, on a besoin de les imager et on les image grâce au profil sismique. Vous avez ici à droite un exemple de profil sismique. Alors vous verrez en deuxième année comment on fait ce genre de choses. Tout simplement, on envoie des ondes acoustiques dans le sous-sol, ondes acoustiques qui vont avoir tendance à se réfléchir sur les différentes interfaces. Là, je vous symbolise comme si on avait une onde acoustique qui se propageait en profondeur et qui va se réfléchir sur les différentes interfaces. Et on est capable de reconstruire comme ça la position des différentes interfaces et leur géométrie. Pour des images de très très bonne qualité, on est même capable d'identifier des formes et des formes fluviatiles, comme vous avez ici à gauche, avec une morphologie, une forme qui ressort, que je souligne ici en rouge, qui est déjà souligné en blanc, qui correspond à un ancien chenal. Vous avez même ici des chenaux abandonnés qu'on peut identifier grâce à cette image sismique. Et donc l'intérêt de ça, eh bien, c'est qu'on en a déjà parlé, c'est que les chenaux sont constitués par des sables, des graviers, donc des granulométries qui sont plus grossières, donc plus poreuses, donc plus propices à accueillir des ressources, qu'elles soient en eau, en pétrole ou en gaz. Si ce genre de choses vous intéresse, sachez qu'il y a des gens à l'ENG, notamment dans l'équipe RING, qui fait de la modélisation en 3 dimensions. Il y a des gens qui s'intéressent à ce genre d'objets et qui modélisent ce genre d'objets en profondeur pour pouvoir aider à la prospection et à leur exploitation.
Un autre type de ressource importante associée aux formations superficielles de type fluviatile, ce sont les granulats. Alors qu'est-ce que c'est un granulat? Un granulat, c'est un matériel meuble utilisé pour la confection de remblais ou couches de fondation, par exemple les routes, les grands travaux, et aussi la fabrication de mortiers et de béton. Donc il s'agit la plupart du temps de sables qui sont plus ou moins riches en argile, en silt, en gravier et en galets. Donc vous voyez, en gros les granulats, c'est tout le matériel associé aux alluvions. Ils sont utilisés vraiment dans plein de domaines qui sont la construction, formation des bétons, formation des routes, voilà. Donc, très très important, c'est la matière première la plus importante aujourd'hui. Pour preuve, eh bien, vous avez ici l'évolution du million de tonnes de granulats en fonction de l'année entre 1920 et 2000. Je crois dans mes souvenirs que c'est pour la France. Donc vous voyez que le total est la courbe noire et les granulats d'origine alluviaux, ça correspond à la courbe rouge. Et vous voyez que ce sont les alluvions qui permettent, qui donnent l'essentiel de la production en granulats depuis 1920. Alors, on a vu des exemples d'exploitation en TD. Je vous remets ici la terrasse alluviale qu'on voit le long de la rivière de la Routoubi, qui est exploitée de manière intense par des carrières de granulats qui permettent de fournir du matériel pour toutes les constructions qui sont faites dans cette région qui est intensément développée. De manière plus proche, on a également beaucoup d'exploitation de granulats autour de Nancy, dans le lit de la Moselle, avec ici un exemple de sablières. Donc les sablières actives, ce sont toutes les zones jaunes que vous avez ici. Donc toutes ces sablières exploitent les anciens alluvions de la Moselle, Moselle que vous avez ici, que je souligne en bleu. Et donc tous les trous que vous avez là, tous les lacs, pardon, que vous avez un peu partout là, eh bien en fait ce sont d'anciens trous d'exploitation des sablières. Ce ne sont pas des lacs naturels, mais ce sont des anciennes exploitations. Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur le caractère critique de l'exploitation du sable dans le monde. Vous trouverez pas mal de ressources internet sur ce sujet. Je vous invite notamment à lire un article de Libération qui souligne l'importance critique du sable, qui, même si ça paraît une ressource importante, et reste une ressource critique. C'est une matière première qui est associée à de nombreux trafics, notamment en Inde, où vous avez une mafia qui est la première mafia du pays qui exploite de manière illégale de nombreuses ressources de sable. C'est aussi une source de problèmes environnementaux dans de nombreux pays, puisque les seules ressources en sable que de nombreux pays ont, ce sont les fonds marins. Et donc ça implique beaucoup de perturbations, beaucoup d'impact environnemental. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la petite vidéo qui suit. Et si demain nous n'avions plus de sable sur nos plages, eh bien on serait bien embêté pour poser nos serviettes. L'image prête à sourire, et pourtant la deuxième ressource la plus utilisée au monde derrière l'eau n'est pas inépuisable. Sous l'effet du boom de la construction, nos besoins en sable sont de plus en plus énormes et sa consommation est telle qu'un vaste trafic est né ces dernières années. 70% de l'extraction de sable dans le monde se fait de façon illicite. Des îles et des plages disparaissent, la vie marine est impactée et des mafias se créent. Ainsi, en Inde, la mafia du sable est l'organisation criminelle la plus puissante du pays. C'est certain, vous ne verrez plus les plages de la même façon. Mais en fait, le sable, qu'est-ce que c'est? Sa création est un processus millénaire. Elle se fait en 3 étapes. L'eau et le vent érodent les roches continentales. Ces sédiments sont ensuite transportés par les cours d'eau, puis les vagues érodent la roche littorale qui finit par se transformer en sable. On le puise ensuite dans des carrières, dans des rivières, sur les plages et dans les fonds marins, mais pas dans les déserts, où les grains sont trop fins et lisses pour la construction, là où cette ressource est majoritairement utilisée. Ainsi, Dubaï a fait importer près de 650 millions de tonnes de sable d'Australie pour la construction de ses îlots,
alors que le désert couvre 4/5 du territoire des Émirats arabes unis. Pour bien se rendre compte, il faut 150 tonnes de sable pour une maison de taille moyenne, 3 000 pour un hôpital, 10 000 pour 1 kilomètre d'autoroute ou encore 30 000 tonnes pour 1 kilomètre de voie ferrée. S'il permet donc de bâtir nos immeubles ou nos routes, on en trouve également des traces dans le dentifrice, le vin, le papier. Au total, il est présent dans près de 200 de nos usages quotidiens. Si la plupart des besoins en sable répond à l'augmentation massive de la population urbaine et donc au besoin de construire davantage, le sable permet également de gagner des terres sur la mer. Singapour a ainsi grandi de 20% en 40 ans. D'abord en utilisant ses propres ressources avant d'importer du sable depuis certains îlots de son voisin indonésien. Des îlots qui ont aujourd'hui disparu. Et l'avancée maritime de Singapour n'est pas terminée. D'ici 2030, ce pays devrait encore grandir de 56 km², sa population augmenter de plus d'1 million d'habitants et ses besoins en sable toujours aussi vertigineux. Singapour est d'ailleurs le premier importateur de sable au monde, avec 35 millions de tonnes d'importation en 2016. L'ampleur de ce commerce et ses effets sur l'environnement sont si dévastateurs que l'Indonésie en a interdit l'exportation dans les années 2000, faisant passer le prix de la tonne de sable dans la région de 3 à 190 $. Aujourd'hui, c'est vers le Cambodge que s'est reportée la cité du lion. Et les dégâts environnementaux, notamment dans les rivières, sont tout aussi inquiétants, là où le sable n'a pas besoin d'être rincé, contrairement au sable marin, ce qui a un coût considérable. Dans certaines régions, la population de crustacés et de poissons s'est effondrée de 70 à 90%, provoquant la détresse des pêcheurs locaux. À l'image de Singapour, c'est l'ensemble de la population urbaine qui grandit. En 2030, il y aura 41 villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde. En 1990, il y en avait à peine une dizaine. La production de ciment et les besoins en sable ont ainsi explosé en quelques dizaines d'années pour répondre aux besoins de cette urbanisation massive, notamment en Inde, en Chine et dans les pays émergents. Face à la ruée vers le sable, le futur doit donc se construire avec l'adoption de techniques différentes, par l'invention de nouveaux matériaux et surtout par l'augmentation du recyclage, même si les coûts sont élevés face au sable, une ressource gratuite en l'état. La mise en place d'une législation internationale contraignante semble aujourd'hui indispensable.